Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une série de petites vidéos, dont celle-ci sera la première, qui va porter sur la construction de portes logiques. Et on va commencer par une porte finalement assez classique, même je dirais une des plus simples, qu'on appelle la porte non ou not. On dit souvent aussi que c'est un inverseur. Du coup, je vais vous montrer comment construire cette porte à partir de composants discrets et pas forcément toujours linéaires, dans le cas justement du transistor, mais du moins avec des composants électriques assez classiques, c'est-à-dire des résistances, des interrupteurs, des fils qui ne sont pas forcément nécessaires, c'est juste pour que ça soit plus visuel, des diodes électroluminescentes, et dans ce cas-là, juste un transistor. Et bien évidemment, le but de ces séries de vidéos, qui consiste à construire des portes logiques, ce sera d'utiliser la petite boîte de composants électroniques que je vous ai présentée dans une autre vidéo. D'ailleurs, au passage, on remarquera que ici, on est bien branché sur une prise, et que cette alimentation, on va la mettre, le fil, on va le brancher ici, et que si on active finalement l'alimentation, on a une diode témoin qui va nous dire que c'est bon, la tension et le courant est délivré dans notre circuit. Alors là, au passage, je tiens à dire que j'ai une tension de 3,3 volts. J'ai mis le cavalier, le jumper de cette façon-là. J'aurais pu choisir une 5 volts, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Les deux cavaliers sont mis de la même manière, ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'on utilise grosso modo que la tension à gauche, 3,3 volts. Et ce qu'on remarque, c'est qu'un inverseur, c'est une porte logique qui va proposer en sortie le contraire de ce qu'il y a en entrée. Par exemple, en entrée, la diode bleue finalement montre qu'il n'y a pas de courant qui circule à travers cette diode, ou du moins pas suffisamment pour que ça soit visible à l'œil nu. Ici, on voit que la diode électroluminescente, c'est la sortie, et elle clignote, elle est allumée. Et si on appuie sur ce petit interrupteur, on voit que ça inverse. Donc finalement, ici, l'entrée, on aura une diode allumée, et la sortie, la diode jaune, on aura une diode électroluminescente éteinte. Donc j'ai fait une petite page pour décrire très brièvement comment fonctionne cette porte logique. Donc j'ai juste rappelé les notations américaines et européennes qui sont un peu différentes. Moi j'utilise plus la notation américaine. J'avoue que la notation européenne, je comprends pas trop pourquoi il y a un 1 dessus. On comprend le petit rond qui correspond finalement à l'inversion. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'inversion? C'est-à-dire que si par exemple en entrée j'ai un état nul ou un 0 par exemple, en sortie j'aurai un 1. Donc si par exemple les entrées et les sorties sont des tensions, par exemple je pourrais avoir en entrée 0 volts et j'aurai en sortie 3,3 volts, 5 volts ou 6 volts, 9 volts, ça dépend de ce qu'on utilise. Et si par contre en entrée j'ai par exemple 3,3 volts ou 5 volts, et j'aurai 0 volts en sortie. Mais on peut utiliser aussi d'autres grandeurs physiques comme les courants. Donc ça pose pas trop de problèmes là-dessus. Et pour résumer finalement le comportement d'une porte logique, on utilise ce qu'on appelle une table de vérité. E pour l'entrée, S pour la sortie. Si en entrée j'ai un état nul ou ce qui correspond à un 0, en sortie j'aurai l'état opposé, un 1. Si en entrée j'ai un 1, en sortie j'aurai l'état opposé, un 0. Donc pour construire un tel circuit, j'ai rappelé les composants qu'il fallait utiliser. Donc 3 résistances, grosso modo, 2 résistances de 330 ohms, qu'on a ici et ici, et une résistance de 5,1 kΩ. Donc les valeurs sont un peu, c'est en tâtonnant un peu, mais on peut, en regardant les datasheets, établir correctement les valeurs. Bon, là le but c'est d'avoir des valeurs qui fonctionnent, peut-être pas les valeurs parfaites, mais ça permet au circuit de fonctionner normalement. 2 LED, une LED pour la sortie jaune et une LED bleue pour l'entrée,
ainsi qu'un transistor PNP qui va nous permettre de fonctionner comme un interrupteur commandé en courant. Alors, en général, quand on dit que c'est en courant, c'est soit que ça fonctionne en saturation. Quand ça fonctionne en saturation, il est passant. Et quand il est bloqué, ça correspond à un interrupteur ouvert, donc il ne laisse pas passer le courant entre le collecteur et l'émetteur. Et ce qui se passe, c'est que ici, on a notre source de tension continue de 3,3 volts, qui va correspondre finalement à toute cette ligne-là, et dont on va récupérer à l'aide de ce fil-là, qu'on va relier à cet interrupteur. Donc là, à noter que sur le schéma, j'ai inversé l'interrupteur et la résistance, mais c'est totalement le même principe, ça ne change rien. Et en fait, ce qu'on va faire avec ce circuit-là, c'est assez intéressant, c'est que quand on ne touche pas à l'interrupteur, donc quand finalement il n'y a pas de courant qui circule, I1 étant l'entrée et I2 par exemple étant la sortie, et bien quand I1 est égal à 0, on va tout simplement avoir notre LED bleu qui ne va pas s'allumer et on n'aura pas de courant au niveau de la base. Si on n'a pas de courant au niveau de la base, notre transistor va se comporter comme un interrupteur ouvert, il n'y aura pas de courant qui va circuler entre le collecteur et l'émetteur. Et ce qui va se passer basiquement, c'est que l'on va avoir tout simplement notre courant qui va se balader comme ça, qui va arriver ici, et qui ne va pas pouvoir passer dans notre transistor et qui va aller là. Et du coup, on va avoir un courant qui va circuler dans notre diode et en choisissant des résistances avec certaines valeurs, alors il faut souligner un certain nombre de points. À quoi servent ces trois résistances? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce transistor va amplifier, si on a un courant de base, ça va amplifier le courant du collecteur. Et le truc, c'est que l'amplification peut être assez élevée, hein. On peut monter à du 200, on peut multiplier par 200 le courant, voire 300. Donc pour éviter de faire ça, on va mettre une résistance qui va permettre de diminuer et d'avoir un tout petit courant de base. Et de toute manière, ça ne nous posera pas de problème vu qu'il sera amplifié 200 par 200 ou 300, ce qui fera qu'on aura un courant de collecteur bien plus élevé. Mais du coup, cette résistance finalement branchée à la base, à l'aide d'un interrupteur, elle est beaucoup plus élevée que les deux autres résistances car c'est pour avoir un petit courant de base. C'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait des courants trop élevés dans des composants semi-conducteurs. Et les deux autres résistances, pour cette résistance-là de 330 ohms, c'est une résistance pour protéger la diode. Parce que si on applique une tension trop élevée sur la diode, et le courant augmente très rapidement. Et si le courant augmente très rapidement, on dit que la diode claque. Et c'est le problème des composants semi-conducteurs qu'est la diode, ou la diode électroluminescente, mais bon, ça reste toujours le fonctionnement d'une diode. Et cette résistance-là permet aussi de protéger la diode qui va correspondre à notre sortie, mais en plus, en général, quand on s'intéresse aux tensions, par exemple à la tension VCE, collecteur-émetteur, elle va servir de résistance pull-up pour éviter de se retrouver finalement avec une tension dont on ne connaît pas exactement l'état. Là, ça fixe l'état en faisant ça. Et donc voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne touche pas l'interrupteur, le courant suit ce chemin-là. Et du coup, notre diode en sortie jaune va être allumée. C'est ce qui se passe ici. Maintenant, si on ferme l'interrupteur, autre chemin possible, c'est que l'on va avoir tout simplement deux chemins ici qui vont se créer. Et donc quand on ferme l'interrupteur, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir tout simplement un courant de base qui va saturer notre transistor et qui va du coup faire en sorte que notre transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Et qui plus est, on aura un courant qui va traverser notre diode avec une résistance qui va protéger des courants trop élevés et on aura du coup notre diode qui va s'illuminer. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le courant va aussi circuler ici, mais il ne passera pas par la diode. On va court-circuiter la diode. Et du coup, si on court-circuite la diode, il n'y aura aucun courant qui va passer par la diode jaune et la diode jaune ne sera pas éclairée.
Donc, quand l'interrupteur, on ne le touche pas, on va avoir la diode jaune qui va être allumée, la diode bleue qui va être éteinte. Quand on ferme l'interrupteur, notre diode électroluminescente bleue va s'allumer et par contre, notre diode jaune va s'éteindre. Et c'est bien ce que l'on observe en appuyant. On ferme l'interrupteur, la diode bleue est allumée, la diode jaune est éteinte. On ne touche pas l'interrupteur, la diode bleue est éteinte, la diode jaune est allumée. Alors là, on peut retrouver un peu dans notre schéma les différents composants. Donc là, on a notre fil qui relie notre interrupteur. Ici, on a une première résistance de 330 ohms, la résistance de protection, qui est très exactement cette résistance-là, que l'on va relier à une diode électroluminescente bleue, qui va correspondre finalement à notre entrée, et qui va nous permettre de savoir si on a un courant I1 qui est égal à 0 ou qui est différent de 0, donc ce qui va correspondre à notre entrée, et cette diode-là, on va la relier à la masse. Et d'un autre côté, ce même interrupteur-là, on va le brancher sur une résistance de 5,1 kΩ que l'on va relier directement à la base de notre transistor PNP. Et bien c'est tout simplement cette résistance-là que l'on relie à cette base-là. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a une résistance de 330 ohms qui correspond à cette résistance-là, que l'on va brancher directement sur le collecteur ici. Et l'émetteur va être relié directement à la masse. Et en même temps, ce que l'on va faire, c'est que ici, c'est un peu l'embranchement du collecteur qui correspond à ce point-là. Et on se rend compte qu'on doit brancher une diode électroluminescente ici jaune en parallèle. Et bien, c'est ce que l'on fait ici en branchant notre diode électroluminescente et en la reliant à la masse. Donc voilà, donc ça c'est la première porte, la porte note, non ou inverseur, qui consiste à obtenir une sortie qui est très exactement l'opposé de l'entrée. Si nous n'avons pas de courant qui circule dans notre diode ici, nous avons du courant qui circule dans la diode jaune. Et si on décide qu'il y ait du courant qui circule dans la diode bleue, on n'aura plus de courant qui circule dans la diode jaune. A noter que là, le circuit est un peu un circuit amélioré parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser des diodes. On pourrait utiliser un multimètre et s'intéresser à la place du courant aux tensions. Mais le fonctionnement et le raisonnement est le même. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. C'était tout pour cette première porte logique. Toujours en utilisant uniquement le petit kit que je vous ai présenté. Le but, ça va être de voir jusqu'où on peut aller avec un petit kit comme ça et de vous illustrer les différentes finalement possibilités qu'on peut atteindre avec ce kit-là. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce et à partager la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. Merci encore et à la prochaine.